Bonjour Raphaël Enthoven. Bonjour. Philosophe, essayiste, vous publiez L'Esprit artificiel aux éditions de l'Observatoire. On va en parler dans quelques instants. Est-ce que la machine peut vaincre la philosophie? Et c'est une grande question passionnante aujourd'hui. Mais d'abord, un mot sur l'actualité. Une cérémonie d'hommage pour les victimes des actes terroristes du Hamas du 7 octobre. 42 Français assassinés. C'était un moment de rassemblement national nécessaire. Absolument nécessaire, un moment de recueillement, de solidarité, de silence, entaché par la présence de gens qui n'ont rien à y faire, mais ça, c'était inévitable. Oui, vous pensez évidemment à LFI, la France Insoumise? Oui, je pense que la France Insoumise n'a pas sa place dans ce genre d'hommage. La France Insoumise, depuis le 7 octobre, reprend l'argumentaire du Hamas sur tous les points et reprend les fake news du Hamas, notamment le bombardement imaginaire de l'hôpital Al-Ali. Donc la France Insoumise, depuis quelques semaines, dit absolument n'importe quoi sur ce conflit et présente les bombardements israéliens comme des génocides, refuse de parler de pogrom à propos des attentats du 7 octobre, à propos des crimes du 7 octobre. Ne parle pas du Hamas comme d'un mouvement terroriste. Enfin, je veux dire, toutes ces pudeurs de langage sont indignes, toutes ces précautions sont indignes. La façon qu'ils ont de reprendre la rhétorique du Hamas est un scandale. Je comprends, moi, que les familles soient outrées, que ces gens-là, qui n'ont pas de scrupules, se trouvent présents à la cérémonie. Oui. Adrien Quatennens de la France Insoumise, lui, parle de crimes de guerre plutôt que de crimes contre l'humanité. Oui, il on connaît. que c'est plus grave un crime de guerre qu'un crime contre l'humanité. Oui, on connaît la rhétorique. Alors, si les Insoumis disent crime de guerre et non pas crime contre l'humanité, c'est pour ne pas mécontenter un électorat présumé. C'est-à-dire, c'est pour ne pas mécontenter des gens dont ils pensent qu'ils pensent cela. Donc, c'est uniquement pour cette raison. C'est-à-dire que c'est uniquement pour des raisons électorales qu'ils ne parlent pas de crimes contre l'humanité ou de pogrom ou même de terrorisme à propos du Hamas depuis le 7 octobre. C'est uniquement dicté par cela. Après, il y a tout un sophisme qui consiste à dire si ce sont des crimes de guerre, ça nous permet de les juger, etc. Je veux attirer votre attention sur le fait que parler de crimes de guerre à propos des actes du Hamas, c'est raisonner comme Jean-Marie Le Pen au moment, en 1987, quand il a parlé d'un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à propos des chambres à gaz. La thèse de Le Pen en 1987 était que les Juifs étaient victimes de la guerre, comme toutes les autres victimes, qu'il fallait les mettre sur le même plan que les victimes sur le champ de bataille. Bref, Jean-Marie Le Pen ne faisait aucune différence entre ceux qui les tuaient. Il ne faisait aucune différence entre les Allemands et les Alliés. C'est exactement la même rhétorique avec la France Insoumise aujourd'hui. Parler de crimes de guerre, c'est mettre sur le même plan des bombardements ciblés et un pogrom. Et refuser de faire cette différence est un second crime. Oui, vous pensez qu'il y a de l'antisémitisme dans cette démarche ? Je pense que la France Insoumise est devenue le premier parti antisémite de France. Oui. Désormais, c'est devenu un credo, c'est une passion fondamentale. Alors, c'est tantôt un antisémitisme décolonial, tantôt un antisémitisme géopolitique, tantôt, comme chez Mélenchon, un antisémitisme à l'ancienne, où les Juifs sont présentés comme un peuple déicide, tantôt un antisémitisme complotiste, puisqu'il y a, avec l'idée que, par exemple, le Likoud serait derrière la défaite des travaillistes en Angleterre. Donc, c'est un antisémitisme pluriforme, c'est un antisémitisme qui varie selon les jours, mais c'est aujourd'hui une constante du discours de la France Insoumise, et c'est un antisémitisme qui est caché par la détestation d'Israël, exactement comme un bonsaï cacherait une forêt, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est un antisémitisme qui prend appui sur la détestation d'Israël pour dire « nous n'avons pas de problème avec les Juifs, nous n'avons de problème qu'avec l'État d'Israël ou avec les sionistes ». Moi, je connais des gens qui retirent leurs enfants des écoles publiques notamment, pour leur épargner le sort des gens, pas parce qu'ils ont des problèmes avec des gens qui n'ont soi-disant pas de problème avec les Juifs, mais seulement avec l'État d'Israël. Oui, Raphaël Enthoven, parler d'esprit artificiel, je disais à l'instant ce livre, une machine ne sera jamais philosophe aux éditions de l'Observatoire. L'esprit artificiel, pas l'intelligence artificielle dont on parle tous les jours. Et au fond, vous distinguez les deux, mais votre livre, je vais presque dire, serait optimiste. Au fond, vous dites non.
ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui ne vaincra jamais l'homme, c'est-à-dire au fond les philosophes, la nature humaine. Alors voilà, c'est ça, c'est pas exactement. C'est-à-dire qu'une machine soit plus forte qu'un homme ne me pose aucun problème. Je ne vis pas ça comme une défaite. Quand Kasparov perd contre Deep Blue aux échecs, que voulez-vous que je vous dise? Il est battu par une usine, il n'est pas battu par un autre joueur. C'est comme un boxeur qui serait battu par un robot. Le métal est plus solide que le muscle. Ceci ne renseigne pas sur la faiblesse de l'humain. Donc le vieux mythe de la machine plus forte que l'homme, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est de comprendre pour quelles raisons l'humanité reste un casse-tête pour la machine, est incompréhensible pour la machine. Et le meilleur exemple qu'on puisse en donner, c'est le fait que la machine soit absolument incapable de faire de la philosophie. Et donc mon livre porte sur les raisons de cette incapacité. D'où vient l'impuissance de la machine à réfléchir? D'où vient son incapacité à penser, à produire de la pensée? Et donc, par exemple, à rédiger une dissertation de philosophie convenable. Oui. La machine en est incapable, parce que la machine est incapable de trouver une problématique. C'est-à-dire de faire saillir à l'intérieur d'une question les problèmes qu'une question pose. Eh bien, ce travail qu'on apprend en terminale, qui consiste à fabriquer une problématique à partir d'un sujet donné, la machine ne le fait pas. Et donc les dissertations qu'elle propose sont des additions de lieux communs qu'on range dans l'ordre qu'on veut. Mais on vous dirait, pour l'instant. Non, mais peut-être certains vont vous dire, oui, mais attendez, ça progresse. Ça progresse, mais ça progresse dans le mauvais sens. Ce n'est pas la complexité de la philosophie qui lui fait échapper à la machine, qui l'a fait échapper à la machine. C'est pas parce que la philosophie serait plus complexe. Aucune complexité n'échappera à la machine. Tout ce qui est complexe peut être résolu par une machine. Donc aucune complexité n'échappera à la machine. C'est la simplicité qui lui échappe. C'est la candeur, c'est l'émotion, c'est la conscience. Ce sont des choses qui ne relèvent pas de la complexité, mais qui relèvent de la complicité, qui relèvent de la simplicité. C'est-à-dire, et qui, à cet égard, relèvent d'une différence de nature avec les process que la machine met en œuvre. Par exemple, une machine, une IA, s'éduque, si j'ose dire, en apprenant à reconnaître des choses qu'elle n'a jamais vues. En philosophie, on apprend, on enseigne en apprenant aux élèves à être surpris par des choses qu'ils connaissent. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire, au fond, on remplace ce qu'on croyait être des connaissances et on les remet en question. Au fond, c'est ça la philosophie. Oui, et c'est la raison pour laquelle la philosophie ne fait pas de progrès. On n'a pas fait de progrès en philosophie depuis Platon ou depuis Aristote. Et on peut faire à Nietzsche les objections de Platon, pourtant il a vécu plus de 2000 ans avant. Oui. Il n'y a pas de linéarité du temps en philosophie, c'est le temps retrouvé, la philosophie. Tous les philosophes sont les contemporains les uns des autres, et il n'y a pas de progrès non plus. C'est ce qu'une machine ne peut pas comprendre, ça va beaucoup trop vite pour elle. Oui. Est-ce qu'au fond, la notion de doute peut être un jour intégrée à une machine? Bien sûr que non. Non, on ne peut pas intégrer ça. C'est comme si vous me disiez, est-ce qu'un jour on va créer un robot hypocrite? C'est comme si vous me disiez, est-ce que j'ai fait mal à ma porte quand je lui ai mis un coup de pied? Non. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ou alors, si c'est le cas... Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en revanche, ça n'a pas de sens, mais c'est un mythe qui traverse l'histoire de l'humanité, de Pygmalion jusqu'à l'intelligence artificielle, en passant par Pinocchio, Terminator, Frankenstein, les droïdes dans Star Wars. C'est-à-dire, on n'a pas arrêté de mettre en scène le fait que nos créations deviennent des créatures et nous échappent. En réalité, ceci ne renseigne pas sur la capacité qu'on a à le faire. On est aussi loin d'y parvenir qu'il y a 3000 ans. Ça renseigne sur le désir que l'on a de croire qu'on est foutu de créer des choses comme ça. C'est-à-dire le désir de se prendre pour Dieu. On se prend pour Dieu depuis toujours. Le seul à avoir produit des créatures qui lui disent merde, c'est Dieu. Le seul à avoir produit des créatures qui lui tournent le dos, c'est Dieu. En faisant le rêve que l'IA va nous tourner le dos et nous posséder, que nos propres possessions vont nous posséder, on ne fait que se prendre pour Dieu. Il y a beaucoup plus d'orgueil que d'humilité dans cette crainte. Oui. Et en même temps, ça veut dire que c'est du coup très dangereux. Non, c'est pas du tout dangereux, ça n'arrivera pas. Si on matérialise, si l'homme se trompe et matérialise dans la machine ce qu'il croit être l'équivalent de son esprit et qu'il s'y abandonne, c'est peut-être très dangereux. Mais ça, c'est autre chose. Si la machine, à ce moment-là, il lui donne le pouvoir. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Non, la machine ne donne du pouvoir aux gens, bien sûr, mais c'est une autre question. Il n'est pas impossible que l'humanité se robotise. On passe nos vies devant des écrans.
Il n'est pas impossible que nous soyons mangés par nos machines. Mais que nos machines nous mangent la vie. Mais ça ne veut pas dire que nos machines sont vivantes. Ce sont deux choses très différentes. On se laisse manger par nos machines parce qu'on est faible. Mais on est seul responsable de l'asservissement auquel on se livre à regarder son iPhone toute la journée. On est seul responsable de l'asservissement auquel on se livre dans ces cas-là. Seulement, on l'impute à la machine. On fait comme si la machine était vivante. On a besoin d'halluciner le fait que la machine soit vivante pour fuir nos responsabilités dans l'entreprise d'hypnose collective qui consiste à regarder un écran de téléphone. Oui, oui. Et au fond, la différence entre intelligence et esprit, votre livre, c'est l'esprit artificiel. Au fond, vous dites, oui, l'intelligence, qu'est-ce que c'est ? Mais l'esprit, c'est autre chose. Oui, c'est que, en fait, j'appelle esprit la matière qu'aucune machine ne peut synthétiser. J'appelle esprit l'étoffe dont nous sommes faits, ce que Jean Kelevitch appelait le je ne sais quoi, c'est-à-dire, par exemple, ce qui fait que quand on aime quelqu'un, on serait bien en peine de donner les raisons pour lesquelles on l'aime. On aime parce qu'on aime. C'est-à-dire que, ou bien, donc le fait que l'amour, par exemple, soit une cause perdue, n'est aucune cause, témoigne de la présence en nous de quelque chose qui, à mon avis, ne relève pas de la rationalité, ne peut pas faire l'objet d'une captation par la technique et doit atteste notre singularité profonde, oui. Merci Raphaël Enthoven, c'est absolument passionnant. Hein. L'esprit artificiel, une machine ne sera jamais philosophe aux éditions de l'Observatoire. Lisez, c'est extraordinaire. Merci Raphaël d'avoir été avec nous.